Du tribunal, donc nous sommes un peu comme les juges face au public, juste devant la barre des témoins dans ce bâtiment qui date des années 70, qui a une quarantaine d'années environ. Bonjour Stéphane Noël. Bonjour Patrick Cohen. Président du tribunal de grande instance de Créteil. Qu'est-ce qu'on juge ici? Eh bien écoutez, vous jugez dans cette salle essentiellement des affaires pénales. Mais le tribunal, c'est pas que les affaires pénales, c'est aussi beaucoup et principalement parfois pour les justiciables, les contentieux de droit civil et en particulier le droit de la famille qui occupe une place importante dans notre activité quotidienne. J'ai lu que les affaires familiales représentaient en moyenne 70% de l'activité des tribunaux français. C'est ça? C'est variable en fonction des caractéristiques des juridictions. On va dire que pour une juridiction comme Créteil, en matière civile, c'est pas loin de 50% des affaires, effectivement. Donc les divorces, beaucoup les droits de visite, les pensions alimentaires. Est-ce qu'il faut changer la loi, alléger les procédures ou augmenter les moyens, le nombre de magistrats pour répondre à ce type de problème sur l'engorgement des dossiers civils dans les tribunaux? C'est certainement sur plusieurs leviers qu'il faut agir. Effectivement, les moyens, mais nous savons tous que les moyens ne sont pas extensibles à l'infini. Il y a des réformes de structure importantes également à mener, probablement des réformes législatives ambitieuses à porter dans tous les domaines pour certainement alléger les procédures. Et c'est certainement aussi une modernisation de l'institution à travers l'immobilier, à travers l'introduction de nouvelles technologies, du numérique. C'est probablement aussi bien pour les magistrats que pour les auxiliaires de justice, une nouvelle manière d'appréhender aussi le recours au juge. À vos côtés, une avocate. Bonjour Laurence Roch. Bonjour Patrick Cohen. Avocate au barreau de Créteil, membre du syndicat des avocats de France. Les délais pour être jugé, pour obtenir justice, c'est un indicateur de bonne justice, c'est souvent considéré comme tel. À Créteil, ça donne quoi? Ça donne que là, c'est un indicateur d'une mauvaise justice. Monsieur le Président parlait justement du contentieux des affaires familiales. Le contentieux des affaires familiales, c'est justement un contentieux où le délai est absolument insupportable. Nous avions, l'année dernière, en effet, mis en cause la justice et en parlant d'une non-assistance à justice en danger. Et je trouvais finalement que ce parallèle avec le médical a un sens, puisque nous nous retrouvons aujourd'hui au juge aux affaires familiales. Monsieur le Président disait justement que, par exemple, ça peut être de la pension alimentaire ou de ne pas avoir vu son enfant lorsque vous arrivez devant le juge et que ça fait plus d'un an que vous avez demandé à le voir, que lorsque vous arrivez, vous êtes en fin d'audience et qu'il reste un quart d'heure pour discuter. Eh bien, ces blessures-là, que vous ne verrez pas, contrairement à l'urgence médicale, elles sont irréparables parce que finalement, ce parent, pendant plus d'un an, il n'aura pas vu son enfant. C'est la pension alimentaire qui n'est pas payée pendant un an. Le divorce aussi, j'ai vu entre 8 et 12 mois d'attente pour un divorce. La procédure, là aussi, elle a été plusieurs fois simplifiée. Ce qui a été simplifié, c'est le divorce par consentement mutuel, puisque désormais, on évite le juge. C'est évidemment un moyen, évidemment, de gérer le contentieux. Quand on n'augmente pas le budget de la justice, on rencontre plus le juge, c'est plus facile. Mais ça représentait 2% du contentieux. Donc, outre les observations que le syndicat des avocats de France avait fait sur l'évitement du juge, de toute façon, c'est pas ça qui va enrayer les délais absolument iniques s'agissant de ce contentieux du quotidien. Notre troisième invité, bonjour Mathieu Monduel. Bonjour. Vous êtes vice-président du tribunal de grande instance de Créteil. Vous présidez des audiences dans cette même salle chaque vendredi. Absolument. Des comparutions immédiates. Oui. Quel type d'affaires? Écoutez, le pénal du quotidien, c'est-à-dire des vols, des violences, des extorsions, des affaires de stupéfiants. On a beaucoup d'affaires de stupéfiants dans le Val-de-Marne comme en Seine-Saint-Denis. C'est la particularité de la banlieue parisienne aussi d'avoir des tribunaux qui sont... On est un peu noyé quand même par les affaires de stupéfiants, il faut quand même le dire. Noyé. En tout cas, il y a quand même beaucoup de moyens humains qui sont mobilisés sur ces affaires. Beaucoup de policiers et beaucoup de magistrats. Avec le sentiment de vider un peu la mer à la petite cuillère, puisque quand vous démantelez une équipe, elle se reconstitue aussitôt. Oui. Ces affaires de stupéfiants que vous jugez ici, elles sont anciennes. Là, je reviens à la question des délais qu'on posait à l'instant avec Laurence Roch. Alors, les délais en comparution immédiate, le problème ne se pose pas parce que là, on sort de garde à vue, la personne sort de garde à vue. En revanche, elle se pose pour des affaires plus complexes, par exemple à l'instruction. Aujourd'hui, ici, à Créteil, quand un juge d'instruction a terminé son dossier et qu'il n'y a plus de détenu dans l'affaire va mettre 2 ans avant d'arriver à l'audience. 2 ans après la fin de l'instruction, qui elle-même dure 18 à 20 mois en moyenne. Donc, vous voyez que par rapport à la date des faits, on va se situer à une date totalement absurde. La vie des gens aura totalement changé et le procès pénal n'aura plus beaucoup de sens. On vous le fait souvent remarquer. On nous le fait souvent remarquer, oui. Les justiciables se plaignent. À raison.
Ben oui, on va pas dire aujourd'hui que tout va bien. D'ailleurs, les magistrats, les greffiers, les avocats, depuis très longtemps, mais aussi les conseillers d'insertion et de probation, les policiers aussi, disent que ça ne va pas. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les politiques, enfin pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, en fait, les politiques ne veulent pas l'entendre, et ça vaut pour la gauche comme pour la droite. Qui parle de justice aujourd'hui dans les programmes des candidats? J'entends parler de sécurité. Quand on parle de justice, on parle de justice pénale, uniquement de justice pénale, comme si le reste n'existait pas. Et quand on parle de justice pénale, on ne parle que de prison. C'est tout. Le reste, je ne l'entends pas. Je n'entends pas parler de l'indépendance de la magistrature. Je n'entends pas parler de la justice aux affaires familiales. Il y a plein de choses dont je n'entends pas parler. L'indépendance de la magistrature, on en parle, mais pas forcément dans les programmes politiques. On en parle aussi pour s'en plaindre ou pour la dénoncer ou pour éventuellement envisager de la modifier à l'occasion de telle ou telle affaire politico-judiciaire, comme on dit Mathieu Bonduel. Mais ça, c'est un autre... Ah oui, c'est vrai qu'apparemment, les politiques ont un peu de mal avec l'idée de l'indépendance de la magistrature, oui. Les questions de la justice du quotidien, les questions de justice civile devraient être davantage présentes dans cette campagne. Laurence Roch. Ah oui, bien sûr, évidemment que la justice, c'est un outil pour la paix civile. Donc à partir de ce moment-là, il va de soi que ça doit être un enjeu majeur pour tous les candidats. Mais je rejoins Mathieu Bonduel, je suis convaincu que le pouvoir exécutif ne souhaite pas avoir un pouvoir judiciaire fort. On voit bien aujourd'hui comment un certain nombre de candidats n'ont pas envie forcément de répondre devant la justice. Pour autant, ils regardent vers des démocraties comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou l'Allemagne, dont vous avez rappelé ce matin que le budget de la justice était quasiment le double. Moi, je me souviens, il y a 25 ans, quand je faisais mon stage en Angleterre, on arrivait devant le juge, on avait un rendez-vous judiciaire, le juge prenait le temps d'entendre l'affaire et les avocats qui étaient à l'aide juridictionnelle avaient les moyens de faire, évidemment, leur métier. Le justiciable, c'est le citoyen. Et attention, lorsque le justiciable ne peut pas avoir accès à la justice, la colère se traduit ailleurs. Et là, je pense qu'en effet, les candidats devraient en avoir conscience. Stéphane Noël, est-ce que, président du tribunal de grande instance de Créteil, je le rappelle, est-ce que l'encombrement des dossiers, le manque de temps, ça conduit forcément à une mauvaise justice, ou en tout cas une moins bonne justice? Ça oblige à faire des choix et à fixer des priorités dans le traitement de certains contentieux. Alors, quelles sont vos priorités? Nous avons voulu, au cours notamment de l'année dernière, renforcer les délais de traitement du contentieux familial. Il a fallu mobiliser les effectifs. Il a fallu également accélérer peut-être certains types de procédures pour en donner plus de priorité. Et en matière pénale, le souci que nous avons de manière constante avec Madame le procureur, c'est de trouver aussi les meilleures orientations et les meilleurs délais. Elle l'a dit, c'est du point de croix. C'est une difficulté du quotidien, mais c'est une nécessité pour répondre au mieux aux attentes des concitoyens. Et pour le premier exemple, sur les affaires familiales, quand vous mobilisez votre tribunal et les juges et les magistrats, vous obtenez des résultats? Vous avez pu faire baisser les délais d'attente? Les délais ont un peu baissé. J'ai entendu ce que disait Maître il y a quelques minutes. Par rapport à la situation que nous avons connue, on va dire, il y a 18 mois où la situation était très dégradée, nous connaissons quand même une amélioration. Et notre objectif, c'est que chaque instance qui est véritablement en état d'être jugée puisse être jugée dans un délai de 6 mois. Et avec même une priorité qui peut être donnée sur les situations les plus difficiles, s'agissant notamment des violences conjugales, s'agissant notamment des situations difficiles mettant en danger les enfants. Il y a là la volonté réelle de véritablement mobiliser toutes les forces pour répondre aux attentes. Stéphane Noël, Laurence Roch, Mathieu Bonduel, on vous retrouve dans quelques minutes avec d'autres sujets évidemment, et puis les questions de la salle, celles des auditeurs de France Inter. Nous sommes ici avec un public qui nous a rejoint dans cette salle d'audience du tribunal de grande instance de Créteil pour ce 7-9 spécial justice. On y revient tout à l'heure, il est 8h31. Bonjour. On commence par se poser la question qui est normalement l'essence de notre métier, l'information vraie ou fausse? Et oui, c'est Daniel Schneiderman qui se la pose avec drôlerie, cette question, dans sa chronique ce matin dans Libération. Gorafi ou pas Gorafi? Le Gorafi, c'est ce site d'information parodique qui ne délivre que de fausses informations. Exemple, Macron poursuit sur le toit du métro le pickpocket qui vient de lui voler son programme. Ou encore, une file d'attente ne menant nulle part découvert dans un bureau de poste. Le problème, c'est que ces faits alternatifs revendiqués deviennent de plus en plus crédibles, relève Schneiderman, sans doute parce que, dit-il, l'actualité est de plus en plus déconcertante. La semaine dernière, d'ailleurs, un quotidien algérien s'y est laissé prendre, reprenant comme vraie une manchette du Gorafi. Marine Le Pen propose d'entourer la France d'un mur payé par l'Algérie. Alors on s'est gaussé, dit le chroniqueur, mais l'actualité elle-même ne se gorafise-t-elle pas à grands pas?
La faute, bien sûr, à Donald Trump qui a déplacé les frontières du genre. Mais chez nous aussi, difficile parfois de déceler ce qui est échographie ou pas. Macron et ses revirements sur la colonisation, bof, allez savoir. Fillon a davantage d'empathie pour Sarkozy depuis qu'il a été entendu 6 heures par les magistrats. Pas Gorafi, sont obligés de prévenir les journalistes à l'aide d'un hashtag. Il va donc falloir ouvrir l'œil, prévient Schneiderman. Alors dans l'actualité ce matin, quelques exemples de ce questionnement, Gorafi ou pas. Dans l'opinion, Michel Chiffre revient sur l'allusion de Donald Trump à un attentat en Suède, attentat imaginaire. Qu'est-ce qu'il a fumé, a tweeté un ancien Premier ministre suédois stupéfait. Quand en réalité, le président américain n'avait rien fumé du tout, mais juste regardé sa télé préférée, Fox News, sur laquelle il a pu voir un extrait d'un documentaire sur les effets de l'accueil des réfugiés en Suède. Documentaire par ailleurs très controversé, nous raconte ce matin le Huffington Post. Effet Gorafi donc sur le président américain, mais pas Gorafi en revanche, c'est toute prochaine décision attendue. Après un premier mois chaotique, nous disent les Échos. Tiens, on notera d'ailleurs en passant que le Figaro fait preuve de beaucoup plus de mansuétude en qualifiant le mois de présidence Trump simplement d'ébouriffante. Les Échos, donc, nous annoncent que c'est demain que le président pourrait commencer à détruire le bilan écologique d'Obama en détricotant plusieurs lois environnementales, celles notamment qui imposent aux centrales à charbon de réduire d'un tiers leurs émissions de carbone d'ici 30 ou encore une loi contrôlant la pollution des rivières. Dans la presse ce matin, Hélène, retour sur un week-end de campagne présidentielle. Une campagne présidentielle peut-elle ne jamais commencer ? S'interroge avec inquiétude Cécile Cornudet dans Les Échos qui relève qu'au-delà des attaques en règle qui ont eu lieu tout ce week-end entre les différents candidats, eh bien décidément, il faut attendre bien tard les projets des uns et des autres. Non, pas du tout, rétorque l'opinion, sous la plume de son éditorialiste Rémi Godot, qui prend fait et cause, lui, pour le candidat des Républicains. En l'absence de plan B et fort d'un programme abouti, François Fillon offre une vraie perspective de rupture, plaide-t-il. Mais reste une question, reconnaît-il tout de même, ce désir d'alternance raisonnable sera-t-il plus fort que tout ? L'opinion s'engage pour Fillon, l'humanité pour Ruffin. Ce matin, François Ruffin, rédacteur en chef du magazine Fakir et réalisateur du film Merci Patron. Il est en campagne dans la circonscription de Flixecourt, dans la Somme. Flixecourt, petite ville, symbole de la grande époque du capitalisme familial et paternaliste. Flixecourt, point de départ de son film, puisque Bernard Arnault y avait racheté une des usines textiles avant de la liquider. Une circonscription qui a longtemps été rouge vif, détenue par les communistes avant de passer au PS. Mais c'est le FN, ici, qui fait désormais des ravages. Ruffin sera notamment opposé au comédien Franck de la Personne, que le FN a investi. Alors à Amiens, où les salariés de Whirlpool viennent d'apprendre la fermeture prochaine de leur usine, Ruffin plaide pour une loi interdisant les produits Whirlpool en France. Rêvant aussi, dit-il, de nouvelles jacqueries qui partiraient de la Picardie avec ce mot d'ordre « paix au hameau, feu au château ». Il a réussi le tour de force s'enthousiasme l'humanité de rassembler autour de sa candidature toutes les forces de la gauche, communistes, écologistes et la France insoumise de Mélenchon, toutes. Non, pas complètement. Quand même, car le PS fait bande à part, même si le journaliste a croisé au meeting quelques socialistes incognito, dit-il, prêts à faire connaître bientôt leur choix de la gauche unie face à celle qui a renoncé. Mais qui a donc renoncé à la gauche unie ? Eh bien, Libération ce matin ne prend pas parti entre les divorcés, mais il dresse le constat. Hamon, Mélenchon, c'est mort. Et puis enfin, une info qui va sans doute intéresser vos invités, Patrick, et vous en parlez d'ailleurs depuis 7 heures. Nouvelle illustration du manque de moyens de la justice. C'est à lire dans Aujourd'hui en France Le Parisien, la grève des juges qui menace Fleury-Mérogis. Les 9 juges d'application des peines du tribunal d'Évry dans l'Essonne viennent d'engager un mouvement inédit de protestation contre le manque d'effectifs. Ils n'enregistreront plus aucune demande d'aménagement de peine tant qu'ils n'auront pas obtenu un juge en plus et surtout des greffiers totalement surchargés aujourd'hui. Résultat, impossible désormais de sortir de Fleury-Mérogis sans avoir purgé la totalité de sa peine, ce qui fait craindre à un surveillant pénitentiaire des remous auprès des détenus. On termine, Hélène, par une presse en bleu ce matin. Oui, un petit carambolage amusant. En effet, quand vous allez acheter votre journal papier ce matin, vous allez constater que beaucoup de vos titres de la presse nationale, en tout cas, sont tous de bleu habillés. Alors, il y a les Échos, Aujourd'hui en France, Le Parisien, Le Figaro, Libération. Libération qui se fend même d'une petite mise en garde à ses lecteurs. Ne voyez dans ce bleu, leur dit-il, aucune prise de position politique subreptice. Non, il ne s'agit que d'une simple opération publicitaire. Opération de grande envergure signée Samsung dans l'espèce, qui propose son nouveau smartphone en bleu corail. Mais figurez-vous que pendant que la presse est bleu corail, eh bien l'héritier de Samsung, lui, est dans le
Noir, il est à l'ombre. Jae Lee vit en effet depuis vendredi dans une cellule de moins de 7 mètres carrés dans une prison de Séoul. Ce sont les Échos, à la une bleue donc ce matin également, qui nous racontent que le patron du plus grand groupe d'électronique de la planète devrait être mis en examen dans les jours qui viennent pour corruption. Même pas grave, répond le service com de Samsung. Les patrons de la 60aine de filiales du conglomérat, eux, continuent de bosser et de vanter les mérites de leur nouveau smartphone via donc d'impressionnantes campagnes de pub. Pas Gorafi du tout le partage des tâches chez Samsung. Merci à vous, Hélène Jouan, pour la revue de presse sur Inter. À 9h-5, nous avons rendez-vous comme chaque lundi avec Sophia. 9h-5, nous avons rendez-vous comme chaque lundi avec Sophia Ram qui est venue. J'ai toujours rêvé de dire ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Objection. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, c'est pas Non, du tout c'est le. pas Non, du tout pas du tout, du tout. Non, j'ai tenté un truc. Non, vous avez des experts auprès de vous qui vous diront que c'est pas du tout lieu. C'est comme ça dans C'est les pas séries l'endroit. américaines. Enfin, c'est très gentil d'être venu au tribunal. Ça me Et fait alors très plaisir, mais je suis ravie d'être là et puis je vais faire mon billet comme tous les lundis, mais dans un tribunal, ça met la pression. Et vous direz toute la vérité. Et moins de conneries que d'habitude, je vais essayer. Et rien que la vérité. Je le jure. Voilà, très bien. À tout à l'heure, Sophia Ram. Dans un instant, retour avec nos invités sur la situation de la justice et notamment de la justice au quotidien, des questions d'auditeurs, des juges, des avocats, des magistrats, pour vous répondre. À tout de suite. Le rendez-vous média de France Inter. Sonia De Villers. Une semaine de rumeurs et de papiers délirants sur la mort mystérieuse du frère de Kim Jong-un. Comment les journalistes peuvent-ils couvrir la Corée du Nord, la dictature la plus fermée du monde et donc le terrain le plus propice à tous les fantasmes et toutes les fausses informations. L'instant M. Tout à l'heure sur France Inter à 9h40. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Oui? J'ai investi dans un placement en action avec Amundi. C'est pas du virtuel tout ça? Ah, pas du tout, c'est du concret et du long terme. Avec mon placement en action, je deviens acteur de l'économie réelle. Un acteur? Mais comment ça? Oui, derrière chaque action, il y a des entreprises. Et quand j'investis, je contribue à leur développement, aussi bien au cœur des régions qu'à l'international. C'est vraiment du réel, comme ce bon repas. Coupez court aux idées reçues sur les actions. Rendez-vous sur amundi.fr. Amundi. La confiance, ça se mérite. Investir en actions comporte un risque de perte en capital. Plus d'informations auprès de votre conseiller financier. Pour faire des économies, Daniel souhaite faire des travaux de rénovation dans sa maison. Seulement voilà, Daniel ne sait pas par quoi commencer. Remplacer sa vieille chaudière, changer ses fenêtres, isoler sa toiture, sacré dilemme. Eh bien Daniel, commencez par passer un coup de fil. Contactez un conseiller rénovation infoservice qui vous aidera gratuitement à choisir les solutions adaptées et à identifier les aides dont vous pouvez bénéficier. Contactez-le au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Il est 8h39. France Inter en direct du tribunal de Créteil. Matinale spéciale. Patrick Cohen. En direct de cette salle d'audience avec autour de nous juges, président de tribunal, avocats et puis un peu de public dans cette salle d'audience qui a pris place comme il se doit évidemment sur les bancs du public. Nous sommes face, je le disais tout à l'heure, à la barre des témoins et puis le standard qui est ouvert à Paris, à France Inter 01 45 24 7000. Cachou nous appelle de Savoie. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Je vous remercie déjà de nous donner la parole. Nous, c'est les cannabinophiles, puisque je fais partie d'une association, le Cirque, qui se bat pour une régulation du marché du cannabis. Je voulais revenir sur la question des stupéfiants, parce qu'elle a été très très peu évoquée dans les affaires de violence policière, parce que c'est quand même à l'origine le prétexte des contrôles quotidiens, du harcèlement des jeunes des quartiers populaires, de la recherche de stupéfiants. Et du coup, vu ce que vous disiez à propos de l'encombrement des tribunaux, et notamment de celui de Créteil, je voulais savoir si les magistrats réfléchissaient un petit peu à une alternative, à des alternatives sur cette question, que ce soit la dépénalisation, la régulation, la contraventionnalisation qui me paraît quelque chose d'absurde. Est-ce que donc ils y réfléchissent? Nous actuellement on travaille sur la création d'une plateforme pour des propositions en ce sens, avec notamment des associations d'usagers, avec aussi des associations, des gens qui travaillent dans la réduction des risques.
Et on souhaite voir des politiques engagées sur la question au-delà des partis nous rejoindre. Et pour ça, on les invite d'ailleurs à venir à nous joindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, où nous avons des comptes Fédération Cirque. N'hésitez pas. Voilà. Donc la question, c'est bien de savoir si les magistrats réfléchissent aussi. Le message est passé. Oui, alors c'est pas les magistrats qui font la loi, vous le savez évidemment, mais ils ont peut-être un avis sur le sujet. Mathieu Bonduel, c'est vous qui évoquiez tout à l'heure l'encombrement et l'afflux de dossiers de stupéfiants. D'abord, est-ce que ça concerne les consommateurs? Non. Alors, les dossiers dont je parlais, c'était essentiellement des dossiers de trafic de stupéfiants. De trafic, on est d'accord. À tout le moins de détention, transport de stupéfiants, mais pas dans des quantités d'usage. C'est-à-dire pas pour du simple usage. Au-delà de l'usage personnel. Pour l'usage, généralement, le parquet utilise des alternatives aux poursuites. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc, les affaires dont je parlais, c'est plutôt des affaires de trafic. Mais le fait est que le trafic, notamment de cannabis aujourd'hui en France, c'est quelque chose de considérable, qui mobilise énormément de monde. Parce qu'il y a énormément de consommateurs. Et donc, on passe beaucoup de temps à défaire ces trafics qui se reconstituent parce qu'il y a une forte demande. Et donc, évidemment, ça pose question. Alors, évidemment, moi, je ne dépénalise pas, je ne légalise rien. Non. Mon opinion n'intéressera personne. Simplement, je peux simplement dire que ça engloutit énormément de moyens. Je constate que l'Organisation des Nations Unies, des parlementaires se sont interrogés sur ce sujet. Il serait bon qu'on puisse en débattre sereinement, sans tout de suite se voir envoyer à la figure des accusations de laxisme, comme d'ailleurs c'est un grief assez courant en ce qui concerne la justice. Et Stéphane Noël, président du tribunal de Créteil, là aussi je vous demande pas si vous êtes pour la dépénalisation, mais est-ce qu'au moins vous admettez que cette question mérite débat compte tenu de ce que vient de dire Mathieu Bonduel, c'est-à-dire des moyens considérables à la fois policiers et judiciaires engagés sur cette question? Vous l'avez dit, Patrick Cohen, c'est au législateur de poser les règles. Pour autant, lorsque ce débat viendra peut-être devant la représentation nationale, il sera important que députés et sénateurs se penchent sur le coût du traitement actuel de la délinquance en matière de stupéfiants. C'est-à-dire quels sont les moyens qui y sont consacrés et peut-être à ce moment-là de faire une comparaison en coût-efficacité. Il va de soi néanmoins qu'il faut bien avoir conscience que les problèmes de stupéfiants gangrènent nos quartiers, gangrènent notre société. Se voiler la face par rapport à ce que cela engendre comme violence également, en conséquence, ne doit pas être négligé. Et les phénomènes de bande, les phénomènes d'économie souterraine doivent aussi être appréhendés. Et c'est aussi la volonté de tous les parquets de France d'apporter sur ces sujets-là la meilleure réponse et une réponse diversifiée en distinguant les enjeux de la consommation et les enjeux du trafic. Au standard d'Inter encore, Anne qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Anne. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, je vous appelle pour vous demander déjà pourquoi est-ce si difficile de faire appliquer cette règle toute simple, casier judiciaire vierge et inéligibilité à vie pour nos hommes politiques. J'habite entre deux villes tristement connues. L'une qui est Meurthe-la-Jolie, où le président du Conseil général a été aussi ancien secrétaire des prisons, a des problèmes avec la justice. Et de l'autre côté, du côté de Giverny, Limette-Villez, la famille Balkany, qui possède un moulin, tristement connu, et eux aussi, la famille qui traîne aussi des casseroles depuis des années. Et je pense que ces problèmes de justice qui traînent, bon, hélas, vous n'avez pas les moyens, mais c'est vraiment dommageable pour la vie publique parce que les gens se désintéressent, mettent tous les hommes politiques dans les mêmes bateaux, et puis ne votent plus ou s'abstiennent, et voilà, parce qu'on n'arrive pas à régler ce problème qui est quand même pas si compliqué. Et ces gens, d'ailleurs, devraient avoir l'amour-propre. Donc votre suggestion, c'est quoi, Annie? C'est Anne, pardon, c'est que la justice aille plus vite ensuite, et puis... Oui, et puis faire passer... Enfin, moi, je pense, bon, c'est pas le problème de la justice, comme on l'a dit tout à l'heure pour le cannabis, c'est pour les députés, mais vraiment faire passer cette loi, casier judiciaire vierge, inéligibilité à vie, pour des gens qui traînent depuis 20 ans, 30 ans, des casseroles qui empoisonnent la vie politique. Tout à l'heure, vous nommiez tous les programmes de justice des différents candidats. Vous n'avez pas cité Dupont-Aignan qui propose aussi un beau programme pour la justice. Mais bon, vous l'avez pas cité. Je ne sais pas si c'est volontaire. Mais voilà. Vous l'avez placé. Merci. Vous avez réussi à le placer. Merci Anne pour cet appel. Bon, là aussi, ce ne sont pas les magistrats et les hommes de justice qui font la loi. Stéphane Noël, les affaires sensibles, comme on dit, ou les affaires signalées qui concernent les hommes politiques, elles sont plutôt centralisées à Paris. Et puis maintenant, aujourd'hui, il y a un parquet
spécialisé là-dessus, sur ces questions. Donc vous n'avez pas, vous, de dossier Nous particulier? n'avons pas de dossier de ce type à gérer sur le ressort. Ce que je voudrais dire peut-être par rapport à l'auditrice, c'est qu'il est important que les politiques prennent conscience du fonctionnement de la justice. Un parlementaire est surtout souvent attaché au vote des lois et peut-être s'intéresse suffisamment au quotidien du fonctionnement des institutions. Nous avons eu l'année dernière une visite qui était une première, du conjoint du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui sont venus accompagner des journalistes, d'ailleurs France Inter était présent, et qui se sont intéressés au fonctionnement du quotidien, en allant visiter des services, en allant visiter le service des archives, le service des scellés. C'est aussi cela l'enjeu de la justice. C'est un peu, si vous voulez, cette belle institution, un peu comme une Rolls-Royce avec un moteur de 2 chevaux. Et si on veut que ça s'améliore, eh bien, il faut mettre les mains dans le moteur. Et mettre les mains dans le moteur, c'est véritablement s'intéresser, vous l'avez dit, la ressource, c'est s'intéresser à l'immobilier, mais c'est s'intéresser au fonctionnement du quotidien. Alors, je me tourne maintenant vers le public et vers Annie Koskas. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour, vous êtes bâtonnière des avocats ici du Val-de-Marne. Je voulais savoir simplement, est-ce que vous partagiez le constat qu'on dresse depuis 7 heures ce matin sur la grande misère de la justice en général et du palais de justice de Créteil ici, même si nos intervenants ici que vous avez entendus semblent laisser penser que les choses se sont légèrement améliorées au cours de ces derniers mois? Tout à fait. Effectivement, les choses se sont améliorées. Je l'ai dit d'ailleurs à Monsieur Degnaud lors du reportage. Jean-Philippe Degnaud, oui, qui a fait le zoom tout à l'heure. Tout à fait. On avait aux affaires familiales vraiment un blocage qui était inacceptable. Ma consoeur parlait de délai d'1 an. C'est vrai, il y a 1 an, les délais pouvaient être d'1 an. Et le président s'est penché sur la question très vite. Et comme je le disais, je me répète un petit peu, mais c'est vrai que c'est important de savoir que nos juges aux affaires familiales, qui ne sont que 9, en réalité, il en faudrait 12 pour que ça soit plus fluide, vu l'ampleur de ce type de dossier. Mais en organisant leurs services et en les déchargeant notamment de permanence au tribunal correctionnel, parce qu'il faut comprendre que Monsieur Bonduel le dira peut-être mieux que moi, et Monsieur Noël aussi, mais les juges ont plusieurs fonctions. C'est-à-dire qu'un juge aux affaires familiales va avoir une permanence au tribunal correctionnel, à la cour d'assises, etc. Ce qui l'empêche de travailler que dans son cabinet, ce qui l'empêche de fixer des audiences, plus d'audiences, donc plus de retard, et ce qui l'empêche de rédiger les jugements. Parce que les audiences, c'est bien, mais il faut aussi avoir des jugements. Et quand vous avez des délibérés, des jugements à 1 mois ou 2 mois, je veux dire, c'est aussi tout à fait dramatique pour nos justiciables. Donc, j'ai pu constater que, Monsieur le Président, leur avait retiré ces permanences pour que les juges aux affaires familiales demeurent au maximum dans leur cabinet et soient plus disponibles pour les justiciables. Je voulais juste dire un mot, Monsieur Patrick Cohen, sur notre barreau, puisque je représente ici 565 avocats qui sont là au quotidien auprès des justiciables et qui sont très bien organisés précisément pour ralentir, au contraire, pour accélérer. Ah non, ne ralentissez pas. Je fais toujours un petit lapsus comme ça, pour accélérer les processus, notamment. Le processus très ralenti. Notamment en ce qui concerne les permanences victimes pour les violences faites aux femmes. Il faut savoir qu'ici, il y a un avocat qui est toujours prêt à recevoir une victime et à engager une procédure très vite, enfin sur le champ, on va dire sur le champ, avec des mécanismes qui ont été pris en accord avec l'aide juridictionnelle. C'est la même chose pour ce qui concerne les permanences pénales, puisque nous avons un groupe de défense pénale formé de 215 confrères qui sont vraiment formés et qui sont là tous les jours et qui parfois effectivement terminent à 3 heures du matin les audiences. Donc ils savent très bien comment ça fonctionne et je veux dire qu'ici, il y a une entente entre les chefs de juridiction et le barreau, chacun étant dans son travail, mais chacun essayant vraiment d'avancer et de permettre d'accélérer ces délais qui nous sont imposés par ce manque de moyens. Merci beaucoup. Annie Koskas, bâtonnière ici dans le Val-de-Marne, des avocats au barreau de Créteil. Mathieu Bonduel, vice-président du tribunal, vous nous avez dit en préparant cette émission que vous déploriez qu'aucun candidat actuel à la présidentielle n'ait de vision de la justice. Et vous disiez, on est mauvais sur la justice des mineurs. Alors je rebondis sur le débat présidentiel en cours. Est-ce que ça a un sens d'abaisser la majorité pénale à 16 ans? Non. D'abord, il faudrait s'entendre sur ce que c'est que la majorité pénale. En réalité, aujourd'hui, il n'y a pas d'âge fixé pour la responsabilité pénale
d'une personne et en particulier d'un enfant. C'est-à-dire que la loi ne fixe pas d'âge. On dit que c'est à partir du moment où un enfant a du discernement. Simplement, en dessous de 13 ans, on ne pourra pas prononcer à l'égard d'un enfant une sanction pénale proprement dite. On pourra prendre des mesures éducatives, pas de sanction, mais il pourra quand même rencontrer un juge. Donc il aura une forme de responsabilité pénale, dès lors qu'il aura un certain discernement. Et jusqu'à 18 ans, évidemment qu'un certain nombre de sanctions s'appliquent, et parfois très lourdes. Donc il y a peut là... aller en prison. Évidemment. François Fillon, pour ne pas le nommer, qui a fait cette proposition la semaine dernière, a dit « Je veux que des gamins, des adolescents qui commettent des faits graves puissent aller en prison. » Ils vont aujourd'hui en prison, ils sont même passible de la perpétuité, en théorie, ça peut arriver. Dans les affaires les plus graves, en effet. Oui, non, mais là, il y a une véritable désinformation. C'est-à-dire que c'est la même rengaine qu'on entend depuis très longtemps en disant les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'en 1945, ils sont de plus en plus violents, de plus en plus jeunes. Tout ça est tout à fait infirmé par les faits. Les sociologues spécialistes de la question le répètent, mais ne sont pas entendus. Les magistrats non plus. Bien sûr que les mineurs sont sanctionnés. Particulièrement quand ils ont entre 16 et 18 ans, hein, sachant qu'on peut déjà aujourd'hui écarter ce qu'on appelle l'excuse de minorité, c'est-à-dire les traiter comme des majeurs entre 16 et 18 ans, si besoin, c'est-à-dire, et si besoin, je dirais c'est notre travail ça de dire si besoin, on individualise. Vous voyez, c'est ça notre travail. La différence, Mathieu Bonduel, c'est qu'ils ne sont pas jugés par les mêmes juges ou les mêmes magistrats. Ah bah effectivement, il y a un principe de spécialité, c'est-à-dire qu'il y a des juges des enfants qui sont spécialisés en matière de mineurs. Donc le sens de la proposition de François Fillon, abaisser la majorité pénale à 16 ans, ça revient à faire juger des adolescents de 16 à 18 ans par des tribunaux de droit commun, ceux qui jugent les adultes. Et au risque de passer à côté de quelque chose, de rater ce qui va permettre à ce mineur, précisément, eh bien, d'arrêter de commettre des actes de délinquance. Parce que la plupart des mineurs, en réalité, ne font plus parler d'eux ensuite. Donc, je pense que c'est une mauvaise idée. Laurence Roch, sur ce sujet, avocate au barreau de Créteil. Bien sûr, au risque même de se retrouver dans ces fameuses audiences pénales extrêmement violentes parce que rapides, parce que, comme on venait de le dire, là pour le coup, c'est des audiences qui se font avec beaucoup de prévenus, où on finit tard et où les peines sont lourdes et où évidemment on ne tient pas compte de la personnalité du délinquant. Or, s'agissant de la justice des mineurs, s'il y en a bien une qu'on doit défendre parce que finalement elle est de qualité, parce que là elle s'adapte aux prévenus, c'est celle-là. Il faut lui donner les moyens. Et en effet, le juge des enfants très souvent entre 16 et 18 ans prononce des peines lourdes. Mais en revanche, la qualité de cette justice, c'est aussi que c'est une justice préventive, c'est une justice qui prend un peu plus de temps quand elle a les moyens, ce qui n'est pas toujours le cas. Et évidemment, on sait bien que à 16 ans, on est en devenir. Et justement, j'entendais à propos, puisque vous parliez de François Fillon, du fait que finalement, il a eu lui aussi une adolescence un peu agitée. Il aurait été ravi que... Il a eu une adolescence agitée, oui, pardon ? Oui, j'avais entendu ça, wow. Mais sans fait incriminant. Mais ce que je veux dire qui est intéressant, c'est qu'on le sait, tout est relatif, mais l'adolescent est en construction. Il est important que le juge pour enfants ait cette double casquette de la prévention et ensuite de la répression. Merci de nous avoir éclairés. On va marquer une très courte pause avant de retrouver Sophia Aram, ici au tribunal de grande instance de Créteil. Fences, nommé pour 4 Oscars majeurs. Meilleur film, meilleur acteur pour Denzel Washington, meilleure actrice dans un second rôle pour Viola Davis et meilleur scénario adapté. Fences, l'histoire bouleversante d'une famille où chacun veut continuer à croire en ses rêves dans une Amérique en pleine évolution. It's not easy for me to admit that I've been standing in the same place for 18 years. Well, I've been standing with you. I gave 18 years of my life to stand in the same spot as you. Fences, le chef-d'œuvre de Denzel Washington, mercredi au cinéma. Il est 9h-4. Le 7-9 sur France Inter. Sophia Aram, c'est à vous. Eh bien, depuis quelques semaines, les démêlés judiciaires de Marine Le Pen et de François Fillon semblent avoir stoppé la campagne présidentielle avant même que celle-ci ne commence officiellement. Tollé général dans les états-majors du Front National et de les Républicains. C'est une atteinte grave au principe de séparation des pouvoirs, c'est n'importe quoi, on peut plus parler des projets, la justice qui s'invite dans une campagne, non mais ça va, et puis quoi encore, pourquoi pas la morale, c'est un coup des juges, de la presse, de la Commission européenne, de leur lobby judéo-maçonnique, du Mossad, d'un cabinet noir de l'Élysée, ourdissant en secret des plans machiavéliques pour confisquer cette élection présidentielle, ou alors c'est un coup des Russes. Non,
Non, ça, je crois pas les Russes. Enfin bon, bref. En gros, lorsque des journalistes, le parquet national financier ou l'OLAF, c'est l'Office européen de lutte antifraude, qui n'a rien à voir avec le personnage de la Reine des Neiges, je vous dis à vous, Patrick, remettent en cause l'intégrité de candidats à la présidentielle, pof, c'est la démocratie qui est menacée par le système médiatico-judiciaire à la solde des élites en place qui cherchent à confisquer une fois de plus la volonté du peuple souverain qui, bien sûr, n'aspirerait qu'à élire des personnes dont on est en droit d'émettre quelques réserves quant à leur intégrité. On parle quand même de présomption d'emploi fictif pour l'épouse de M. Fillon et d'une information judiciaire pour faux et usage de faux, travail dissimulé et escroquerie en bande organisée pour Marine Le Pen. C'est pas rien. On n'est pas en train de chercher qui a chouré le caouet de l'autre. On parle de candidats à une élection présidentielle, pas d'une partie de chat perché. D'ailleurs, il faudrait éviter que le principal objectif de l'élection présidentielle soit une course à l'immunité présidentielle. L'immunité, c'est un moyen. C'est pas un objectif. Bon, j'imagine qu'on peut être anti-système, passer sa journée à crier « I fuck the law », mais on peut aussi comprendre que vérifier la probité des candidats à l'élection présidentielle, c'est pas forcément inintéressant en soi. Ah oui, zut, j'ai dit probité. Mince, comment on va leur expliquer ? Bon, la loi, ça par exemple, ça doit leur parler, non ? Peut-être pas. La morale, l'exemplarité, toujours pas ? Bon, laissez tomber. Et puis, sans déconner, invoquer une atteinte à la séparation des pouvoirs. La séparation du pouvoir, c'est d'abord pour garantir l'indépendance de la justice à l'égard des politiques. C'est pas fait pour garantir l'impunité des politiques à l'égard de la justice. Et même une fois élus, il s'agit d'immunité. Et cette immunité est, vous allez rire, encadré par la loi. On reste très loin d'une partie de chat perché. Bon, je sais qu'on les a mal habitués, mais les principes, ça se détourne pas. C'est pas comme l'argent public. Quand je pense qu'on s'est foutu de la gueule des Italiens avec Berlusconi, nous, on a Fillon qui va se faire conseiller par Sarko. Dites-moi, s'il est allé voir Sarko, c'est parce que Cahuzac et Balkany n'étaient pas libres ? Enfin, non, quand je dis libre, c'est pas disponible. Hein, voilà. Enfin, Fillon rencontre Sarko et qu'est-ce qui ressort de son chapeau ? Un durcissement de la loi afin d'abaisser à 16 ans la majorité judiciaire. Non, si, c'est malin. C'est une manière détournée d'expliquer à la justice de commencer par s'occuper des mineurs plutôt que d'emmerder des quinquagénaires candidats à l'élection présidentielle. Et pareil pour Le Pen. On l'accuse de détourner de l'argent public. Qu'à cela ne tienne, elle détourne l'attention en proposant de s'en prendre à tous ces immigrés venant profiter des prestations sociales, obligeons-les à travailler 2 ans avant de pouvoir se soigner. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, je ne sais pas si on a la campagne qu'on mérite, mais si c'est le cas, je vous le dis sans détour, c'est qu'on a dû merder quelque part. Sophia Aram, en direct, ici, au Palais de Justice de Créteil. Bonjour Augustin Trapenard. Salut Patrick. Vous êtes en studio à Paris et vous serez tout à l'heure avec une grande actrice. Oui, je reçois Judith Mag, grande dame du théâtre que vous avez vue 1000 fois sur scène, au cinéma, jusqu'à récemment dans Elle de Paul Verhoeven où elle joue la mère d'Isabelle Huppert. Alors elle joue en ce moment une criminelle dans L'amante anglaise de Marguerite Duras où elle refuse de dire pourquoi elle a tué tant qu'on ne lui a pas posé la bonne question. Inutile de vous dire que je vais m'en charger Patrick. Judith Mag est dans Boomerang, évidemment. Merci à la technique ici, Florent Layani, Benjamin Chauvin, Georges Thau, Nicolas Estorge et Jean-Christophe Perrin. Et puis merci à Stéphane Noël, le président de ce tribunal de grande instance de Créteil, de nous avoir accueillis ici dans cette salle d'audience pour ce 7-9 spécial.